Quelles ambitions pour le PSG en Champions League? Alors, on va se poser la question ensemble de savoir si on y croit ou pas à la montée en puissance des Parisiens en Ligue des Champions. Alors, spontanément, pour toi, mon copain, Champions League 2026, Le PSG, il peut espérer quoi pour toi? Bah écoute, le PSG en 2025-2026, je pense qu'il peut espérer faire un bon parcours. Tu m'as envoyé une feuille de stats qui m'a énormément rassuré et qui tranche un peu avec l'impression visuelle et peut-être aussi mon côté supporter où j'aurais peut-être eu tendance à être un peu pessimiste en fait sur le Paris Saint-Germain parce qu'on voit tous que le PSG, il est peut-être un peu moins impressionnant, il roule moins sur ses adversaires, mais d'un point de vue statistique, et on va sûrement en parler après, finalement, on est dans des standards à peu près équivalents à l'année dernière. Et tu sens qu'en fait, il suffirait de faire quelques réglages techniques, tactiques et aussi physiques pour qu'en fait, on se remette à être la machine qu'on était l'année dernière. Donc en fait, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'être optimiste. Je pense qu'on va passer Monaco. Chelsea-Barça, c'est potentiellement le prochain adversaire, ça risque d'être très très compliqué. Mais écoute, j'ai envie d'y croire. Le back-to-back, je peux pas mettre une pièce dessus, hein, mais un dernier carré, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ok, bon, donc comme ça, spontanément, dernier carré, ça pourrait être quelque chose de plausible qui se matérialise dans ta tête et pour lequel ça serait pas non plus complètement saugrenu d'imaginer donc le PSG arriver dans le dernier carré sur ce que tu as vu. Mais est-ce que c'est juste sur l'impression visuelle ou est-ce que c'est avec les stats qu'on va partager dans le débat que ton avis se tranche? En fait, je suis très partagé parce que ce PSG, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec. Ce qui est sûr avec ce PSG, c'est qu'en fait, cette saison, on sait qu'elle est particulière, on le voit bien, il y a eu un problème au niveau de la préparation physique, mais malgré tout, ça ne nous a pas empêché de, on va dire, pas marcher sur nos adversaires, mais d'ultra dominer tous les adversaires qu'on a rencontrés cette saison, excepté le Bayern Munich, qui sur la première mi-temps au parc nous met vraiment dans les cordes. Après, on est à 11 contre 10 et à 11 contre 10, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont malgré Non. tout autant éteint le Bayern que nous. Alors bien sûr, on est un joueur de plus, mais le Bayern, il joue 45 minutes dans les 25 derniers mètres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je vois pas une équipe, allez, peut-être une, et ça va te faire plaisir, qui nous a mis vraiment mal. Peut-être l'OM, sur le trophée des champions. Mais à part ça, on se saborde beaucoup tout seul dans l'ensemble des derniers matchs. Donc écoute, si les réglages sont faits, et avec un coach comme Luis Enrique, on va pas se mentir, Ouais. si nous on l'a vu, je pense qu'il l'a vu aussi. Je pense qu'il va y avoir des axes de travail qui vont être mis en place et qui vont l'aider à corriger ce qui va pas en ce moment au PSG. Et ça devrait nous aider à redevenir une vraie machine. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Est-ce que la question physique, parce qu'on va être clair, ça anime forcément la discussion quand on parle du PSG en Champions League, est-ce que le fameux côté physique dont on pouvait douter peut-être au début de saison, est-ce que là, au fur et à mesure, tu sembles être un peu plus rassuré ou au contraire, pareil, tu as encore des questions et tu attends ces fameux réglages de Luis Enrique pour être véritablement optimiste? Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans cette saison. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui se blessent, d'autres qui les remplacent, qui reviennent. Donc en fait, on n'a jamais vraiment eu plusieurs matchs d'affilée. Notre équipe type, notre 11 type, donc celui qui a gagné contre l'Inter, on va prendre cette équipe-là, trois matchs d'affilée. On l'a jamais vu. Donc il n'y a jamais eu de continuité physique de ces joueurs au même moment. Donc en fait, chacun a un peu des états de forme un petit peu différents. Donc moi, ce que j'ai envie de voir, et ce qui me permettra d'y croire, c'est revoir tout le monde se réinstaller dans le 11, enchaîner les matchs, si le calendrier nous le permet, parce qu'il ne va pas y en avoir 50 des possibilités, Oui. et voir cette équipe monter en puissance, comme on a pu le voir la saison dernière, où vraiment l'équipe, on le voit qu'à partir du mois de décembre, janvier, elle est montée en puissance. Ouais. Oui, et c'est ça. Là, par exemple, ce fameux match contre Monaco, prenons le dernier match là, de Champions League, toi, tu l'analyses comment? Est-ce qu'on est sur
cette fameuse montée en puissance qu'on pourrait imaginer avec un début de match catastrophe et puis le PSG, au fur et à mesure, prend la main sur son adversaire? Ou est-ce que là, c'est aussi un problème peut-être de motivation? Et là, peut-être que Monaco en a profité à un endroit où peut-être, si tu vas plus loin en Ligue des Champions, il n'y aura peut-être pas ces baisses de concentration. En fait, j'ai revu les actions du but, des deux buts monégasques. Et oui, et je crois que le côté motivation, je sais pas, mais concentration, c'est fort possible. Notamment dans un contexte comme à Louis II, Ouais. à moitié vide, ça sonnait creux, ça faisait pas vraiment match de Ligue des Champions. Et tu vois que c'est clairement deux grosses erreurs parisiennes. La première de Nuno Mendes qui fait une transversale complètement ratée. Si c'est Liverpool en face, tu penses bien qu'il va pas tenter exactement le même geste. Et pareil sur le deuxième but où c'est un ballon perdu sur une touche. T'as un Balogun qui se retrouve au milieu de 5 Parisiens. On n'arrive pas à lui prendre la balle. On est mal placé. Peut-être qu'on n'aurait pas mis les mêmes sécurités si ça avait été un autre attaquant. Donc j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de croire en fait qu'on a pris un peu de haut Monaco. La réaction derrière, elle est rassurante parce que après ce début de match, tu peux te dire les gars peuvent s'effondrer. Et non, ils arrivent à faire face, à revenir à 11 contre 11 dans le match. Et on a même l'occasion de faire un 3-2 avant de rentrer au vestiaire. Et bon, après, il y a l'exclusion et le match est plié. C'est ça. Et donc, on arrive à ce truc-là de peut-être qu'on a pu avoir pendant une partie de du début de saison, c'est-à-dire ce PSG, je dis pas sur courant alternatif, mais peut-être avec une gestion des efforts parce que la saison est longue, parce que les corps étaient peut-être fatigués dès le début de la saison et que tu es obligé de te mettre en gestion. Là où peut-être l'année précédente, était peut-être plus dans cette fameuse montée en puissance. Là, la montée en puissance, on est obligé de se poser la question. Forcément, il y a des joueurs qui sont fatigués. Par exemple, un Vitinha. Est-ce qu'un Vitinha, par exemple, est en capacité de pouvoir nous refaire ce qu'il nous a fait la deuxième partie de saison dernière, où vraiment il était le maître à jouer et extrêmement juste dans tous ses choix. Pareil pour Joao Neves. Un Fabian Ruiz qui est absent, ça fait beaucoup. Donc, est-ce que justement ce ralentissement physique qu'on a pu voir depuis le début de saison, ça peut pas impacter justement là sur le dernier sprint final? Moi, j'ai quand même un peu peur, moi. Je suis 100% d'accord avec toi. Et si tu regardes un peu en ce moment ce qui va pas au PSG ou ce qui va moins bien et qui faisait vraiment notre force, il y avait deux choses. C'est le milieu de terrain, donc tu viens d'en parler, et les latéraux. On commence par le milieu de terrain. Le milieu de terrain, tu as raison. Vitinha, moi, je le vois un peu moins influent. Il a joué tous les matchs depuis le début de saison. C'est un des seuls qui s'est pas blessé. Et il est en plus sur la continuité de la saison dernière. Donc, il commence un peu à tirer la langue. Il joue vraiment tous les matchs. Donc, tu sens que physiquement, c'est compliqué. Donc, il est un peu moins influent dans le jeu. Joao Neves, il a été blessé. Il est revenu, reblessé, revenu. Il trouve pas sa pleine carburation encore. Et puis après, celui qui finalement... peut-être nous manque plus que ce qu'on aurait pu penser, c'est Fabien Ruiz, qui régulait en fait pas mal le jeu et qui permettait sûrement à Joao Neves et à Vitinha de peut-être mieux s'exprimer sur leur qualité. Et là, ça fait un moment qu'il est plus sur le terrain, ça fait presque un mois. Il n'est pas de retour contre Metz, le point médical du PSG il est sorti, il est encore en training individuel. Donc j'espère qu'il va revenir. Et donc la formule gagnante du milieu de terrain de l'année dernière, tu peux pas t'appuyer dessus. Alors, on en a parlé un peu sur la chaîne, il y a un Zaïre Emery qui sort des grosses saisons qui peut aussi pallier, mais maintenant c'est un autre profil qu'un Fabien Ruiz. C'est autre chose. Mais on en discutait un peu en off, mais Warren, je crois que je le préfère latéral droit en fait. Warren au milieu, c'est bien, tu vois, mais ça manque, il manque quelque chose dans le PSG de Luis Enrique, c'est-à-dire que c'est pas Joao Neves au niveau de la qualité technique, ni Vitinha, ni Fabien Ruiz. Physiquement, tu sens qu'il est là, il va boucher les trous, il n'y a pas de problème, il va proposer des courses, mais les dernières passes, les buts, et ce que j'attends moi de lui, c'est même pas forcément ça, c'est les avant-dernières passes, les passes Ligue des Champions, les passes qui cassent des lignes. Ouais. Malheureusement, ça, Warren, dans son jeu, il en a pas, ou on en voit trop peu. Des prises de risque, des transversales, c'est pas son jeu.
et c'est son axe de progression. Et en ce sens, dans le milieu de terrain, je trouve que ça correspond pas à ce que pourrait vouloir Luis Enrique. Donc en tant que latéral, par contre, là, je le trouvais beaucoup plus à l'aise. Il est vraiment monté en puissance. Ouais, mais alors bon, là, on va se poser c'est bien, tu fais une passe décisive, donc justement pour la question des latéraux. Quand tu dis qu'il y a des interrogations, allez, on va être factuel. Nuno Mendes réalise quand même plutôt une bonne saison. Ah ouais. Ou t'es un peu entre les deux. Non. Nuno Mendes, depuis le début de la saison, moi, si je dois retenir 2 joueurs vraiment qui sont au top niveau depuis le début et qu'on vraiment fait des performances XXL dans beaucoup de matchs, t'as Pacho et Nuno Mendes. Là, depuis 2-3 matchs, c'est un petit peu moins bien du côté de Nuno Mendes, mais dans l'ensemble, sa saison, elle reste très bonne. C'est une machine de guerre, c'est un avion de chasse, Nuno Mendes. C'est extraordinaire comme joueur. C'est vraiment top 3 à son poste, si c'est pas top 1. Hein. Mais non, extraordinaire. Oui. Très, très clairement, il est très très bon depuis. C'est même pas que depuis cette saison. Donc toi, Nuno Mendes, c'est pas trop là où t'es inquiet. C'est plutôt l'autre côté. On est d'accord. Achraf Hakimi, il a du mal à revenir de cette fameuse blessure qu'il a stoppé. Bah, c'était d'ailleurs contre le Bayern. C'est le fameux match, dominé par le PSG. Et alors, c'est difficile, tu vois, parce que là, tu vas pas me dire quand même que même si tu aimes bien Zaïre Emery, tu vas pas le mettre à la place d'Hakimi sur les matchs importants en Ligue des Champions, si? Non, quand même pas. Hakimi, le Hakimi de la saison dernière, même du début de saison, c'est l'équivalent de Nuno Mendes, c'est-à-dire top 3, voire top 1 à son poste. Maintenant, il a subi une grosse blessure, il est revenu peut-être un petit peu trop tôt. Donc non, par contre, on a une certitude, parce qu'on se posait les questions, on se demandait tous, les supporters du PSG, moi le premier, mais pourquoi on recrute pas un latéral droit à la place de Hakimi, enfin un remplaçant pour Hakimi, mais en fait on l'a, c'est Warren. Et donc pour faire souffler Hakimi, parce que je pense qu'il pourra pas jouer tous les matchs là avec le championnat, il va falloir qu'il fasse peut-être un peu de préparation physique. Donc tu vois, typiquement le match contre Metz ce week-end, tu mets Warren latéral droit, et là je pense que tu peux être serein, tu peux vraiment être serein. Et après au milieu du terrain, tu as d'autres options. Mais ouais, non, Hakimi, il faut absolument qu'il revienne à son niveau, et je pense qu'il a besoin de travailler un petit peu physiquement. Et ça, tu crois? On va dire, là, on parle, c'est un peu du foot fiction, mais tu penses que justement, vu cette fin de saison, comme tu le dis, avec peut-être une gestion un petit peu aux oignons pour lui, est-ce que tu penses qu'il peut arriver à retrouver ce niveau qu'on a pu lui connaître l'année dernière? Moi, je te le dis, je suis très sceptique. Moi, je pense pas. Tu connais la date du 8e de finale potentiel? C'est autour du quoi? Autour du 5 mars, du 10 mars, dans ces eaux-là? Ouais, on va être dans ces eaux-là, ouais. Normalement, ouais. Donc ouais, ça fait 2-3 semaines. Il faut espérer que 2-3 semaines, 3 semaines, ça peut être une petite prépa estivale. Il faut qu'il se concentre sur ces 3 semaines à faire le maximum pour revenir au top, et justement le ménager peut-être en championnat. Ce qui est compliqué aussi, parce qu'on court les points. Bah oui, parce que c'est ça aussi. Dans cette question, évidemment, là, dans ce débat, on se concentre sur la Champions League et sur les ambitions du PSG en Champions League. Mais on ne peut pas non plus décorréler que le PSG joue la Ligue 1 et est en bonne position, et que cette année, dans d'autres saisons, il y a match. Donc là, le PSG peut pas se permettre, on va dire, de jouer certains matchs par-dessus la jambe, parce que tu as Lens qui réalise une super saison. Donc, il n'y a pas possibilité, on va dire, de pouvoir faire tant tourner. Maintenant, on vient de le dire, pour le cas d'Hakimi, bon, il se trouve que tu as un Zaïre Emery qui peut justement prendre sa place. Donc, à la limite, pour Hakimi, ok. On pourrait peut-être, de ce que j'entends de ce que tu me dis, espérer peut-être une fin de saison un peu meilleure, parce qu'il va peut-être récupérer et retrouver un peu la compétition. Je traduis bien? Ouais, non, c'est ça. Et puis son dernier match à Hakimi contre Monaco, tu sens qu'il monte un peu en puissance. Contre Rennes, c'était compliqué. Contre Monaco, c'était déjà un petit peu mieux. Donc, je pense qu'il va monter en puissance. 3 semaines, ça peut être suffisant. Les gars, ils sont footballeurs professionnels. Ils bossent 6 jours, voire 7 jours sur 7 physiquement. Donc, à un moment donné, tu vois, il va monter en puissance. Faut juste espérer
qu'il n'y ait pas à nouveau des blessures. Il faut espérer qu'à partir de maintenant, l'équipe bouge plus trop, que les gars se blessent plus. Et comme tu le disais, l'année dernière, on était plus ou moins tranquille. Le championnat à cette époque-là, il était quasiment joué. Là, maintenant, en fait, il va falloir presque tout jouer à fond. Et comme Enrique va pas pouvoir mettre son équipe type et en championnat et en Ligue des Champions, je pense que malheureusement, il va prendre peut-être des risques en championnat en faisant un peu tourner. Et il faudra assurer et faire confiance au banc de touche, quoi. Maintenant, il y a le dernier point, on va dire. Enfin non, il y en a encore deux. Mais l'autre question, même si évidemment l'attaque du Paris Saint-Germain, quand elle est alignée, on va dire au complet, quand tout le monde est présent, il y a aucun souci. Maintenant, là, la blessure de Dembélé factuellement, ça donne quoi? C'est plutôt un coup, c'est plutôt quelque chose d'anecdotique et il risque de revenir dans une semaine, 10 jours, ou on est sur un truc pour l'interrogation, on ne sait pas du tout. Avec Dembélé, le mot qui était dans le point médical du PSG aujourd'hui, c'est inconfort. Inconfort, bon, ça veut dire inconfort. Est-ce que tu peux rester en inconfort pendant 2 mois? Je ne sais pas. Avec Dembélé, c'est toujours compliqué parce que la dernière petite blessure au mollet, ça l'a éloigné quasiment 4 à 6 semaines. Donc là, on parle d'inconfort, ça parle d'entraînement en salle. Écoute, on va suivre ça, on n'est pas médecin, on va voir. Maintenant, Dembélé, cette saison, tu sens que dès qu'il retrouve un peu de plénitude, pack, tout de suite, ça c'est ça. C'est ça en fait qui. Alors évidemment, l'attaque du PSG se résume pas qu'à Dembélé. Mais force est de constater, il vient d'être Ballon d'Or, on a vu la saison qu'il a fait l'année dernière. Donc évidemment, on est obligé de regarder un petit peu sous son prisme pour savoir un peu l'état de forme de l'attaque du PSG. Mais comme tu l'as dit, depuis le début de saison, tu as l'impression qu'en fait, dès qu'il commence un tout petit peu à revenir, en fait, il y a un nouveau pépin physique qui l'éloigne. Alors, c'est pour ça que je te posais la question de savoir si là, c'était juste une gêne et donc un inconfort. Bon, un inconfort, normalement, ça va pas durer 2 mois, tu vois. A priori, sur le papier, si c'est juste un inconfort, il joue pas contre Metz ce week-end. Peut-être même qu'il a peut-être pas besoin de jouer contre Monaco en fonction du scénario. Si vraiment on est confiant, on le met aussi au repos contre Monaco et on lui laisse 1 semaine à 10 jours pour se remettre en selle et vraiment dans un objectif huitième de finale. Et si c'est ça, bon, écoute, on va espérer que ça se passe bien. Mais écoute, tu vois, c'est quand même rassurant parce que Dembélé sur la deuxième période, il est pas là. Doué, même dès la première période, il se blesse à la 25e. Doué, il fait une superbe entrée, donc il y a moyen de le remplacer contre Metz, contre Monaco, contre des clubs de Ligue 1, il y aura aucun problème. Maintenant, par contre, dès qu'on va arriver, on va élever le niveau, forcément, là, tu as besoin de toutes tes forces vives, et c'est peut-être ça auquel pense Luis Enrique en mettant peut-être certains joueurs, je ne vais pas dire dans le confort le plus total, mais en essayant de les préserver un maximum, parce que tu le dis, voilà, on parle depuis tout à l'heure de l'état de forme, tout ça. Bon, il y a des points rassurants et il y a des points peut-être un peu plus plus de points d'interrogation. Maintenant, il va y avoir une question qui arrive, c'est que 8e de finale, si ça passe Monaco, on prend évidemment le cas de figure que le PSG élimine l'AS Monaco. 8e de finale, c'est soit Barça, soit Chelsea. On est bien d'accord. C'est ça, exactement. Et là, par contre, on va peut-être être sur une autre musique que ce qu'on peut dire là depuis le début de ce débat avec, OK, le PSG a encore une marge de progression, a encore le temps de pouvoir faire quelques réglages. Là, face à soit le Barça ou Chelsea, t'as pas le temps de mettre en place tes réglages là. Ah bah là, il faut être prêt. Là, c'est sûr qu'il faut être prêt à 150%. C'est 2 styles en plus complètement différents. Tu vas avoir un Barça qui, offensivement, est très très fort et peut vraiment nous faire mal, mais qui, défensivement, a un peu plus de largesse que Chelsea. Donc pour nous, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que on joue beaucoup de blocs bas, on joue beaucoup d'équipes ces derniers temps qui se défendent très bien contre nous. Tu te dis que le Barça, défensivement, on les a joués plusieurs fois, c'est quand même assez friable, donc on peut leur marquer des buts. Ils peuvent aussi nous en mettre, donc ça peut être des matchs spectaculaires. Et en vrai, et puis avec toute la rivalité PSG-Barça qui s'est créée, moi, ça me plairait bien de jouer le Barça personnellement.
Chelsea, je serais un peu plus inquiet parce que Chelsea, c'est un gros bloc, une grosse densité physique avec aussi des super individualités. C'est pas un jeu qui nous correspond bien. On l'a vu cet été. Hein. Ils nous ont mis une petite fessée dans des conditions certes particulières. Mais je préférerais jouer le Barça. Et c'est du 50-50. Hein. Ce sera du 50-50. Ah ouais, donc là, on partirait sur du 50-50. Alors moi, je te dis d'un œil extérieur, le PSG, de ce que j'ai pu voir, et force est de constater, on a... C'est pas un grand Barça cette année, hein. C'est pas un grand Barça. Hein. C'est ça, et on a vu quand même le match en phase régulière, en fait. Le PSG avec une équipe, alors je vais pas dire B, parce qu'il y avait quand même pas mal de bons joueurs, mais une équipe A', on va dire, le PSG allait gagner là-bas, et sans qu'il y ait véritablement de contestation. Donc ok, je veux bien que le nivellement des équipes se fasse et que peut-être le Barça est un peu plus monté et que le PSG est un peu redescendu. Maintenant, sur les forces en présence, s'il y a un PSG-Barça, je pense que sincèrement, le Barça est pas réellement content. Je parle pas médiatiquement, je parle à l'intérieur du vestiaire. Je pense qu'il signe pas du tout. Hein. Là où je te rejoins, c'est que peut-être que Chelsea a peut-être le type de jeu qui peut peut-être plus emmerder le PSG que le Barça. Maintenant, l'attaque du Barça, on va être d'accord, elle peut marquer contre n'importe qui. Donc c'est le vrai débat. Et ouais, c'est exactement ça. Et un Lamine Yamal que je trouve un petit peu moins flamboyant cette année que l'année dernière, j'aurais pas envie qu'il se réveille contre nous. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Offensivement, le Barça, ça peut mettre 2-3 buts contre n'importe quelle équipe. Maintenant, voilà, défensivement, tu sais que tu peux aussi te régaler dans les espaces et dans cette fameuse ligne de hors-jeu qui arrive toujours pas à être gérée. Après, il faut des joueurs pour. Et ça, c'est le problème de Flick, c'est un autre débat. Mais de continuer à vouloir jouer de cette manière-là quand t'as pas les joueurs adaptés, pour moi, ça posera toujours problème dès que tu vas arriver dans le dernier carré ou dans le money time de la Ligue des Champions. Parce que ça, ce genre d'erreur-là, ça pardonne pas. Et on l'a vu, le PSG l'a fait, et le Barça, depuis le début de saison, a pu avoir ce genre de truc. Maintenant, j'insiste aussi un peu sur l'intensité parce que, voilà, je partage les stats là, sur la distance parcourue par les grosses équipes et le nombre de sprints. Et en fait, quand tu regardes un petit peu de plus près les stats, tu te rends compte qu'en fait, le PSG, malgré peut-être les questions qu'on se posait physiquement, bah, en fait, ils sont clairement dans le game, ils sont au même niveau au-dessus qu'un Liverpool, au-dessus d'un Tottenham, largement au-dessus d'un Manchester City, même au-dessus d'un Chelsea et d'un Real. Il n'y a que le Bayern et Arsenal et le Barça qui ont un tout petit peu au-dessus. Donc, mine de rien, physiquement, le PSG, même avec ses interrogations, voilà, en fait. Hein. En fait, c'est ça qui me redonne un peu d'espoir, c'est que tu vois qu'en effet, c'est ce que tu dis, dans les stats, le PSG, ça court en fait. S'il n'y a pas un drop, ça baisse pas par rapport, alors j'aurais pas forcément imaginé ça, mais par contre, ça baisse pas en termes de kilomètres parcourus. Mais tu vois aussi dans les stats que tu m'as envoyé, tu vois qu'il y a moins d'impact dans les duels, on gagne moins de duels. Peut-être aussi que notre pressing, et ça c'est mon impression visuelle, il est peut-être moins bien coordonné, il est peut-être moins bien déclenché, peut-être qu'il y a un petit peu plus de courses inutiles, et surtout, il y a des duels qui sont de moins en moins gagnés, et moins gagnés que l'année dernière, et c'est peut-être là la petite différence physique à ce niveau-là, c'est absolument gagner ton duel pour récupérer la balle. Donc la récupération des ballons hauts, on le voit, en tout cas, j'ai pas la stat, mais visuellement, on voit qu'on arrive moins à gratter le ballon dans les 40 ou 30 derniers mètres adverses qu'on pouvait le faire l'année dernière, qui nous amenait tout de suite à une situation. Là, je suis en train de les partager, les stats, mais si tu regardes bien, cette année, le PSG a plus la possession que la saison dernière. Ouais. Donc, peut-être aussi que ce déficit que tu as sur les stats, là je te parle pas de l'impression visuelle, mais sur les stats, bah, il se corrige aussi peut-être parce que tu as plus le ballon et donc des duels, bah, tu en gagnes moins. Si tu as plus le ballon, tu as moins à en jouer. Donc en fait, c'est pour ça aussi quand on regarde de plus près vraiment les stats et de l'année dernière sur la globalité de la Ligue des Champions et sur ce qu'on a vu depuis le début, bah, le PSG est plutôt dans les standards en fait. Et que la sensation de
ok, l'année dernière, en gros, toutes les planètes s'étaient alignées et tout ça. Ok, je veux bien entendre pour l'aspect physique, parce que pas de blessure, parce qu'une équipe qui était véritablement là, quasiment une équipe type que tu peux avoir à partir de janvier. Maintenant, dans les faits, voilà, le PSG domine toujours autant, c'est ce qui semble être le cas dans les stats. Dans les courses, ils sont toujours autant présents. Et en face, parce qu'il faut en parler aussi 2 minutes, en face, il n'y a pas non plus 3, 4, 5 équipes qui me semblent être largement au-dessus du Paris Saint-Germain, en fait. C'est aussi ça, et tu fais bien d'en parler. C'est qu'en effet, si tu regardes cette année, qui sont les grosses équipes, les épouvantails? Bon, on peut dire Arsenal et le Bayern qui sont vraiment impressionnants. Mais à part ça, tu te dis que tu peux battre a priori tout le monde. C'est pas un gros Real, c'est pas un gros Barça. Même ce Chelsea que j'aimerais pas rencontrer, on a vu des Chelsea bien meilleurs. Oui. Donc ouais, non, il n'y a pas de vrai épouvantail en fait cette année. Donc en fait, si le PSG retrouve un peu de fraîcheur dans les duels, alors même si dans les stats on voit qu'en fait on marque plus de buts et beaucoup plus en fait que l'année dernière, il y a 0,5 buts de plus par match, ce qui est énorme. Alors qu'on mange la feuille, on bouffe la feuille. Barcola, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Donc si on règle cette mire peut-être de l'efficacité et qu'on arrive à regagner quelques duels, on pourra peut-être aussi parler du gardien parce que des clean sheets, on en fait beaucoup moins. Ça fait quand même beaucoup de choses à régler. Et ben, tout ça aligné, on peut peut-être espérer. Hein. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on aligne toutes les planètes comme d'habitude, bah, évidemment, le PSG aura plus de chance. Maintenant, j'entends ce que tu dis. Il y a quand même pas, et je partage, il n'y a pas de. Voilà, pour moi, hormis le Bayern, il me semble peut-être, de par l'expérience, de par la qualité de l'effectif, peut-être l'adversaire le plus costaud pour le Paris Saint-Germain pour remporter cette Ligue des Champions. Mais après, hormis cet épouvantail Bayern, mais pareil, j'ai connu des Bayern peut-être encore plus impressionnants et encore plus meilleurs, j'ai la sensation qu'en fait, la course, elle est ouverte en fait. Et cette année, entre un Manchester City qui se renouvelle, entre un Real qui ne trouve pas véritablement la formule, il a dit, un Chelsea qui peut être intéressant par moment, mais tu n'as quand même pas véritablement de certitude. Tu as encore changé d'entraîneur là, cet hiver. Bon, Tottenham qui finit 4e, c'est une anomalie. Tu ne sais même pas si tu peux véritablement les compter dans les favoris. Liverpool, c'est un point d'interrogation. Alors, ok, ça reste quand même une grosse équipe et il y aurait match s'il y aurait un PSG Liverpool plus tard dans la compète. Mais pour moi, vraiment, et le match face au Bayern l'avait montré, le PSG cette année, non seulement dans les faits, je vois pas beaucoup d'équipes véritablement supérieures, et il y a un dernier aspect qu'on n'a pas abordé, mais c'est que le PSG, depuis l'année dernière, il inspire aussi autre chose aux adversaires. C'est une réalité. Et que je te dis pas que forcément tous les adversaires qui vont jouer le PSG se disent « Oh, c'est le PSG de Luis Enrique qui a gagné la Ligue des Champions, oh là là, on a peur. » Pas ça. Mais par contre, tu renvoies quand même une autre image que celle que tu pouvais renvoyer les années précédentes. Ou c'est que moi qui vois ça, avec le miroir grossissant. En fait, je pense que tu as raison, mais je pense que c'est un petit peu moins valable sur les dernières semaines. Et là où tu as raison, c'est que jusqu'à novembre, décembre, les équipes ou les entraîneurs ou les joueurs, les consultants, quand ils parlaient du PSG, ils disaient souvent le PSG, virgule, la meilleure équipe d'Europe ou la meilleure équipe du monde. Kimmich, il a parlé de nous, il nous a encensé, Joshua Kimmich, en parlant du PSG, alors que c'est pas le genre de joueur qui va encenser les autres équipes. Mais force est de constater que depuis le début d'année 2026, c'est un petit peu moins bien. Et je pense que tout le monde le voit. Et donc là, si par exemple le Barça, le Bayern, Arsenal devaient nous jouer demain, je pense qu'il y aurait vraiment matière à nous battre. Mais là où on a un peu de chance, entre parenthèses, c'est qu'il nous reste encore 3 semaines pour se préparer, laisser les blessés revenir, les Fabian Ruiz, les Ousmane, les Hakimi remonter un petit peu en puissance. Et là, en effet, si on a ça qui se réunit, ouais, il y a match et je peux avoir confiance. Ouais. Maintenant, j'ai entendu, on est obligé de passer dessus. Il y a quand même un point d'interrogation qui est peut-être un peu plus important chez toi. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. On est resté sur du positif, hein, mon copain. Mais pas mal.
Mais forcément, la question du gardien et peut-être un peu plus largement de la défense, mais allez, parlons quand même un petit peu du gardien. Faut être clair, l'année dernière, tu as un Didio Donnarumma qui est en état de grâce, qui fait sa meilleure saison en club, enfin, en tout cas sa meilleure partie en club, vraiment. Est-ce que là, tu as la même sensation de puissance avec Matvei Safodov ou non? En me posant la question, t'as le sourire jusqu'aux oreilles en me posant la question. Donc je crois qu'on voit tous les matchs. Je crois qu'on a vu que le pauvre Lucas Chevalier, depuis son tweet sur Jordan Bardella et même avant, ça devient très 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 compliqué. Donc on va considérer qu'il a perdu sa place et c'est presque pas plus mal et pour lui et pour nous, hein, parce que c'est vrai qu'il enchaînait pas les boulettes, mais il était pas rassurant. Il était clairement pas rassurant. Et mais Matej, je l'aime bien Matej, mais est-ce qu'il est capable de nous reproduire ce que nous a fait Gigio l'année dernière? J'ai du mal à imaginer ça. Alors, pour arrêter des pénaux, il s'en sort plutôt bien. Ah ouais, mais, quand même. Faut lui rendre ça, parce que la présence sur pénaux, franchement, même si Donnarumma en a sorti plus d'un, il n'a pas grand-chose à lui envier sur pénaux. Maintenant, oui, il n'y a pas que les pénaux, il n'y a pas que les pénaux quand t'es gardien. En fait. Que les pénaux et les gogo gadgets au bras là, que Donnarumma te faisait là, contre Aston Villa, les ballons qu'il allait récupérer dans les lunettes, la frappe complètement masquée au parc Arsenal, c'est Declan Rice, je crois, qui met une frappasse, il va te la chercher. Enfin bon, Donnarumma, c'est quasiment lui qui nous qualifie contre Arsenal, peut-être qu'il nous sauve complètement contre Aston Villa. Matej, je l'ai pas encore vu trop au travail à ce niveau-là, donc écoute, je demande à voir, hein, mais va falloir que de toute manière qu'il sorte des arrêts de très 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 grande classe si on joue des grandes équipes, parce qu'il y aura forcément des occasions. Et non, mais maintenant, attends, pour tempérer, alors même si c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que Safonov c'est un Russe et que je vais prendre l'exemple d'un gardien ukrainien, mais il y a 2 saisons. Le Real fait les 3 quarts de sa campagne de Ligue des Champions, va jusqu'en finale avec Lunin dans les buts. Hein. C'est vrai. Donc après, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, tu as plus de chances, si tu as un top gardien, d'aller plus loin, ça c'est une palissade, mais de l'autre, si ta défense, et c'est pour ça que j'y arrive un petit peu, si ta défense est costaud, tu peux avoir un gardien peut-être un peu plus mid, mais qui te permet quand même d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est là ma question, est-ce que la défense centrale qui est devant lui, elle te rassure, justement, dans cette fameuse ambition du PSG en Ligue des Champions? Bah écoute, pas de choses sur l'ensemble de la saison. Il est monstrueux, là, ça fait 2-3 matchs. J'espère qu'il amorce pas un début de déclin, mais pas de chaud, il est vraiment monstrueux. Sur le papier, Mendes, Hakimi, c'est les meilleurs latéraux du monde. Donc là, pareil, il va falloir que les gars, physiquement, on espère que ça revient au top. Voilà, le seul petit point d'interrogation, mais ça reste sur Marquinhos, qui est un peu en dents de scie, et surtout qui n'a pas de remplaçant, hein, parce que la 40 à 65 millions, moi, j'en veux pas. Ah, tu signes pas pour le train Zabarni, enfin la locomotive. Non, je te promets, tu me donnes Aguerd, je préfère. Donne-moi ton Aguerd, je le préfère. Donne-moi ton Pavard, je le préfère. À la limite, là où je te rejoins, c'est qu'au moins Aguerd me paraît en tout cas plus adapté au jeu du Paris Saint-Germain. Là, ce type de jeu-là, avec ce type de défenseur, Zabarni, moi j'avoue, je suis interpellé de la même manière, au-delà du prix. Hein. Je parle même pas du prix, je parle juste du profil. Je sais pas, je suis un peu interpellé. Pour moi, c'est pas ce type de défenseur-là qu'avait besoin le PSG pour peut-être préparer l'après-Marquinhos, parce que j'en sais rien, c'était sûrement dans l'esprit de l'après-Marquinhos. Et la fameuse charnière Pacho-Zabarni, elle me saute pas aux yeux. Ah, mais je crois que Luis Enrique s'y risquera pas. Si on l'a vu, Luis Enrique l'a vu aussi. Je pense que Campos est déjà en train de regretter son achat. Il va vite falloir l'exfiltrer, le copain Zabarni cet été. Il va vite falloir l'exfiltrer parce que tu vas pas pouvoir bâtir l'avenir avec lui. Parce que, ok, il y a beaucoup de joueurs où il aura fallu 1 an pour s'adapter au Paris Saint-Germain. On peut faire la liste. On a même beaucoup douté de Fabian Ruiz. Hein. Le Fabian Ruiz d'il y a 2-3 saisons. On le voyait pas au niveau où il a été la saison dernière,
Mais là, Zabarni, il envoie des signaux, mais plus qu'inquiétants. Il est pris systématiquement. N'importe quel attaquant kidam de Ligue 1 le met à l'amende, littéralement à l'amende, lui met la misère. Il prend des bouillons, le pauvre. Franchement, c'est waouh, c'est dur à voir. C'est incroyable parce que moi, je suis loin d'être un spécialiste de Bournemouth, mais sur ce qu'on avait pu voir à Bournemouth, dans un championnat compétitif comme l'APL. Bah attends. Alors moi comme toi, j'ai pas vu les matchs de Bournemouth, mais à chaque fois que tu as un joueur, tu te dis allez, je vais me mater la petite compile sur YouTube. Et tu sais très bien que la compile en général, elle survend un peu le gars. Ah oui. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 mêmes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile, tu vois. Et je t'avoue que là, je me suis dit, attends, il y a peut-être un souci. Et je te jure que je me le suis dit. Je me suis dit, et puis, écoute, ça a pas manqué. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à mettre dans la compile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Campos, il a peut-être des actions, je ne sais pas, sur les pétrolières ukrainiennes ou russes, j'en sais rien. Mais on s'est fait on est clair, c'est pas une réussite pour l'instant. Je vais pas aller jusqu'à dire flop parce que pour attendre, t'en sais rien. Imagine Zabarni vient te marquer un but sur un coup de pied arrêté dans un match important de Ligue des Champions en quart ou en demi-finale. Peut-être qu'on viendra avoir une autre opinion sur Zabarni. Maintenant, j'entends ce que tu dis. On voit les matchs. Moi, je les vois pas tous. Toi, tu les regardes tous. C'est pas rassurant de ce que j'avais vu. C'est simple. Et franchement, il n'y a pas un bon match. Il n'y a pas un bon match. Voilà. C'est moi, je pense que c'est clair. Et on est d'accord que c'est pas Beraldo ou Lucas Hernandez qui vont changer la donne. Et bah non. Et tu vois, Beraldo, il se fait détruire par beaucoup de supporters parisiens. Il y en a beaucoup qui chambrent Beraldo. Ok, Beraldo, on a compris. C'est pas un crack. C'est pas un top défenseur. Mais ça va, tu vois, il est capable de faire des bons matchs, voire des très bons matchs, et puis il a des qualités, quelques qualités. Il a une très bonne relance, par exemple. Zabarni, le pauvre, il a rien du tout. Donc, les dégagements, les chandelles des gardiens, il arrive à les reprendre de la tête. Ça, oui, il y arrive. Bon, je pense qu'on va s'arrêter parce que là, j'ai peur que Zabarni prenne vraiment très très cher. Bon. Ça a été plutôt soft. Ça a été plutôt soft, mais je sens que vaut mieux t'arrêter là parce que sinon tu pourrais devenir un peu plus corrosif. Bon, pour terminer notre débat, si je traduis un peu ce qu'on vient de se dire pendant plus d'une demi-heure, il y a quand même une partie d'optimisme dans cette question. Quelles ambitions pour le PSG et la montée en puissance? J'ai senti une partie d'optimisme dans ta manière de voir. Non, j'ai envie d'y croire. Écoute, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au fait que les gars vont se préparer physiquement, vont continuer d'être très sérieux à l'entraînement, que Luis Enrique, il va corriger les petits détails que nous, on a vus et que lui, forcément, il voit trois fois mieux que nous. Donc écoute, si physiquement et que les gars montent un peu en puissance et qu'on est épargné par les blessures et que les petits détails sont corrigés, donc ça fait quand même quelques si, écoute, moi j'aurais toute confiance. Mais il va falloir quand même ce match référence à un moment. Il faut qu'on l'ait l'équivalent de ce PSG City. Est-ce que ce sera le retour de Monaco au parc? Je t'avoue qu'une belle valise nous ferait du bien aussi parce qu'on n'en a pas parlé, mais le PSG peut-être manque aussi un peu de confiance. Et ça, cette confiance, il faut la retrouver avec des buts. Il faut mettre des valises. Donc Metz, il faut une valise. Monaco, une valise. On arrive avec le plein de confiance et physiquement un peu refait. Et écoute, je pense qu'on est capable de battre tout le monde sur un aller-retour. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'épouvantail. Il n'y a pas l'équivalent d'un Barça de Guardiola ou d'un Real de Zidane ou d'Ancelotti cette année. Donc écoute, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au back-to-back. Écoute, voilà. Oui, je pense qu'on a été clair. Je partage. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ce que j'allais te dire, moi je partage ton analyse. En fait, les signaux renvoyés, tu peux toujours les atténuer ou au contraire les mettre plus haut. Je pense que le PSG est dans les temps de sa feuille de route depuis le début de la saison. C'est une saison qui était longue depuis le départ. Et je vois pas réellement, comme tu l'as dit,
d'équipes supérieures sur le papier. Juste à la lecture de la composition et au vu des forces en présence, pourrait me faire dire en gros le PSG là clairement va perdre. Même face au Bayern, quand on loue les qualités, pour moi il y a match et c'est du 50-50. Donc pour moi, si le PSG a largement les moyens de refaire le back-to-back, ça me met très très mal, hein, mais c'est la réalité. Ils sont en capacité largement de le refaire. Maintenant, oui, le huitième de finale va vraiment, pour moi, être un déclic. Soit tu fais le match qu'il faut et tu sors soit ce Barça ou ce Chelsea qui seraient l'un comme l'autre deux gros morceaux. Et là, pour moi, je vais te dire limite, la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain commence à ce moment-là. Après, c'est l'histoire du foot, c'est des matchs et on est en fin de saison, il y a des suspensions, il peut y avoir des blessures, il y a la Coupe du Monde dans quelques mois, donc les joueurs aussi peuvent y penser. Donc il y a plein de paramètres. Mais sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a vu et sur ce que je ressens, ouais, franchement, le PSG peut refaire le back-to-back, honnêtement. Eh ben écoute, j'espère. Je pense que c'est bon. Je pense que comme fin, ça te va? Ça te va comme fin? Mais moi, dans tous les cas, maintenant, je suis un peu plus détaché. Tu sais, depuis cette victoire, maintenant, je regarde ça, certes, avec beaucoup de passion et j'ai toujours envie de péter ma télé quand on prend des buts, mais un peu plus de philosophie malgré tout, quand même. Donc, voilà. Une soirée de mai en 2025 qui aurait changé un peu la donne, c'est ça? Exactement. Un club italien, un club je crois. Exactement. Mais bon, si Monaco nous sort au parc, je vais être obligé de changer de télé quand même, hein, tu me diras, hein, parce qu'elle prendra cher. Bon, c'est pas la tendance, mais on va regarder et puis on sera attentif sur le terrain. Et puis si le PSG passe Monaco et va un peu plus loin en Ligue des Champions, je pense que tu viendras nous refaire un petit coup pour nous donner ta tendance. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, je viendrai parler du fameux match déclic PSG-Barça ou PSG-Chelsea. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on est bon.